chacun de leur côté une part à jouer dans la transition. L'idée, c'est on ne sait pas très bien où on va, c'est-à-dire qu'on est en train de rassembler des énergies, des acteurs, avec l'idée de construire collectivement d'abord une réflexion. Donc c'est un moment d'échange et de partage très important, mais surtout c'est l'idée aussi d'établir un plan d'action et donc de mobiliser chacun et permettre à chacun de devenir acteur. Alors c'est vrai qu'il y a des institutions, il y a des acteurs qui sont naturellement identifiés comme partie prenante déjà de toutes ces questions-là, mais l'idée c'est d'aller au-delà justement de ces acteurs évidents pour inciter, sensibiliser et impliquer l'ensemble de la population, des forces vives de notre territoire. Donc voilà un petit peu l'ambition de cette démarche, de ce programme Fontainebleau en transition. Je voudrais juste rappeler également qu'il y a tout un programme donc, qui est accessible sur le site de la ville de Fontainebleau. Et je vous invite à découvrir la richesse justement de tout ce qui est proposé à travers la rubrique Agenda. Vous pouvez vous informer, vous inscrire aux différents ateliers, aux différentes conférences qui vont se déployer encore pendant ces prochaines semaines. Par ailleurs, il y a également une grande enquête qui est ouverte, à laquelle j'invite chacun à répondre, à s'exprimer sur ses perceptions, ses attentes, sa vision des priorités aussi. Voilà, donc cette enquête est accessible sur le site de la ville, dans la rubrique Agenda également, jusqu'au 21 mars. Donc pour resituer un petit peu, j'espère que pendant que je fais cette mini-introduction, d'autres personnes ont pu rejoindre cette conférence. Ce soir, donc, nous avons deux invités prestigieux, Jean-Philippe Ciblet, Gilles Boeuf, qui sont des experts, chacun dans leur domaine, qui sont aussi complices, parce que je sais que vous avez travaillé ensemble, donc vous êtes complices et complémentaires, pour nous éclairer, à la fois au niveau planétaire, mais aussi au niveau local. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous pourrez peut-être l'évoquer tout à l'heure. Comment est-ce que vous êtes particulièrement sensibilisé aussi à ce qui se passe dans notre pays de Fontainebleau? Voilà, donc l'idée c'était peut-être de laisser la parole à Florent Bénard, qui va pouvoir vous présenter davantage et vous présenter les enjeux de cette conférence de ce soir. Moi, je voulais juste dire, à titre tout à fait personnel, que j'aime bien le titre de cette conférence. Peut-on sauver l'homme sans la nature? Moi, j'aime bien la façon de poser cette question parce que déjà, ça replace l'homme au cœur du sujet. Et parfois, on en vient parfois à entendre des discours où finalement l'homme serait le problème de tout et finalement, s'il y avait un peu moins d'hommes sur la planète, ce serait mieux. Donc, on se demande si l'homme a encore une place dans cet environnement. Et donc, je trouve ça bien de poser la question de manière positive et optimiste, puisque je pense personnellement que l'enjeu, c'est quand même de sauver l'homme et par conséquent, de sauver son environnement. Voilà, je voulais juste dire que j'aime bien cette façon de présenter en tout cas cette façon de formuler la question. Voilà, donc je laisse Florent Bénard, qui a préparé cette conférence, le soin de nous présenter plus en détail chacun de nos invités. Il faut juste rappeler que cette conférence va durer une petite heure, sous forme un petit peu de dialogue entre nos invités. Et puis, surtout, dans le prolongement de cette conférence, il y a un jeu de questions-réponses avec vous. Et donc, je vous invite à, pendant ce dialogue, noter vos questions et puis ensuite pouvoir débattre, échanger et profiter pleinement de la présence de nos deux invités. Merci à vous. Merci Monsieur Ingold, Monsieur Boeuf, Monsieur Ciblet, rebonjour. Voilà, quelques éléments pour vous présenter. Alors, Monsieur Gilles Boeuf, vous êtes biologiste et expert en océanologie, en biodiversité et ressources vivantes marines.
et vous êtes mondialement reconnu pour vos travaux d'études sur la physiologie environnementale et la biodiversité. Vous siégez dans un ensemble d'instances que vous avez traversées et où vous siégez encore pour certaines d'entre elles aujourd'hui. Vous avez été chercheur à l'IFREMER et enseignant à l'université Pierre et Marie Curie au sein de l'unité biologie intégrative des organismes marins. Vous avez été président du Muséum d'histoire naturelle de 2009 à 2015. Vous avez été élu professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement et société en 2013-2014. Et vous êtes aujourd'hui membre du Conseil scientifique de l'Office français pour la biodiversité. Vous êtes président de l'ONG Éthique Océan et du CEBIOS. Alors l'ONG Éthique Océan qui a un lien aujourd'hui depuis 3 ans avec Fontainebleau, puisque les activités de l'association portent sur la conduite et l'animation d'un projet autour de l'assiette durable, donc une extension des activités de l'ONG qui historiquement s'attache à la question de la pêche durable, mais vous avez souhaité vous engager il y a 4 ans dans un programme autour d'une approche pluraliste et plus globale de cette question de l'alimentation durable, qui a donné lieu, grâce à vos collaborateurs, à une étude sur le sujet qui fait la liaison à Fontainebleau et sur le territoire de la réserve de biosphère du Gâtinais entre l'approvisionnement en circuit court, l'assiette durable dans le milieu de la restauration collective et commerciale, et puis la gestion des biodéchets, notamment pour la restituer sous forme de gaz aux consommateurs, en la valorisation dans un circuit vertueux. Vous êtes également au CEBIOS, donc le centre d'études dédié au biomimétisme. Vous êtes membre aussi du comité consultatif national d'éthique et vous êtes l'auteur en 2014 de l'ouvrage Biodiversité de l'océan à la cité chez Fayard et d'un autre ouvrage qui est paru en 2017 chez Quake qui s'intitule L'homme peut-il accepter ses limites? On sent déjà le programme monter. Monsieur Jean-Philippe Siblet, quant à vous, vous êtes ornithologue de formation. Vous êtes attaché honoraire au Muséum national d'histoire naturelle dont il a dirigé le service du patrimoine naturel jusqu'en 2020. Ça explique que vous vous connaissez déjà, ça explique que ça sera un dialogue pour renouer avec tout ce qui a animé vos carrières et qui les anime évidemment encore. Vous êtes conseiller scientifique pour la France auprès de la Convention sur les espèces migratrices. Vous êtes vice-président du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Île-de-France, membre du Conseil national de la protection de la nature, président du groupe Liste verte France de l'UICN, et pour rappeler donc que l'Union internationale de conservation de la nature a été créée à Fontainebleau en 1948, donc on est ici au cœur de quelque chose. Vous êtes membre de la Commission des biens français du patrimoine mondial. Vous êtes au plan local, également président de l'association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau, et pour dire que sur ces questions de biodiversité, ce sont vos équipes en collaboration avec l'Office national des forêts qui travaillaient avec l'animateur de la ville de Fontainebleau sur la gestion et l'animation du dispositif Natura 2000 sur le massif de Fontainebleau, c'est-à-dire la mise en œuvre des directives européennes Habitat, milieu naturel et oiseaux, donc sur ce massif prestigieux, donc reconnu pour le grand nombre des espèces qui doivent y être préservées. Vous êtes également vice-président du conseil scientifique de la réserve de biosphère du pays de Fontainebleau et vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage sur les oiseaux du massif de Fontainebleau. Alors, ce sera, comme je le disais à l'instant, un dialogue pour articuler les échelles planétaires et locales de l'urgence écologique. Et vous allez nous rappeler et développer comment, à l'heure du changement climatique, pourquoi et comment il faut sauver le vivant. Vous allez, dans votre exposé à 2 voix, revenir sur la question de la pollution et de la surexploitation des ressources, pour nous dire de quelle manière elle participe à l'effondrement de la biodiversité partout dans le monde, et puis aussi pour nous dire que nous ne sommes pas, nous, à Fontainebleau-le-Monde, mais que cet effondrement, eh bien, nous en voyons les répercussions sur la richesse écologique du massif de Fontainebleau. Vous allez nous appeler sur la nécessité
d'une éducation au vivant sans délai, à l'esprit critique et au bon sens. Voilà qui était l'introduction de tout à l'heure pendant que nous attendions nos convives. Pour retrouver l'humilité, m'avez-vous dit pendant cette préparation, devant la nature, soutenir et accompagner sa capacité de résilience. Et donc, vous allez nous faire ce soir un plaidoyer pour une pleine conscience de l'homme, non pas au-dessus, mais dans le vivant, en répondant globalement à cette question, peut-on sauver donc l'homme sans la nature? Et en lançant donc cette conversation entre vous avec cette première question que vous développerez dans votre échange, qu'est-ce qu'on englobe véritablement sous le terme de biodiversité? Est-ce que nous sommes en train de parler d'un catalogue d'espèces ou est-ce que nous sommes en train de parler d'un système de relations qui serait consubstantiel de la santé et du salut de l'homme et qui est parfaitement dépendant de cette variété? Monsieur Siblet et Monsieur Boeuf, la parole est à vous. Bonne soirée à tous. J'invite à tout le monde de couper les micros de manière à éviter les petites interférences. À tout à l'heure. Gilles, à toi l'honneur. Ah bon. Bonsoir à tous, et moi je suis ravi d'intervenir avec vous. En Fontainebleau, je connais le massif, je suis allé plusieurs fois quand je passe à Paris, j'aime beaucoup faire le déplacement jusqu'à Fontainebleau. Et le château et tout ce qui entoure Fontainebleau, bien évidemment. Et c'est vrai que je suis venu, invité par l'UICN, il y a quelques années, pour fêter les 50 ans de l'UICN, comme vous l'avez dit, créé à Fontainebleau en 1948. Et en 2018, je suis venu faire la conférence inaugurale qui fêtait les 50 ans de la création de l'UICN, chez vous, à Fontainebleau. Une jolie conférence dans le château. Alors, parler du vivant aujourd'hui, vous savez, à midi, j'étais ce matin, toute la matinée, avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Parce que je suis moi-même intervenu à plusieurs reprises dans ce gouvernement actuel pour râler, pour dire qu'aujourd'hui on maltraite les sciences de la vie et les sciences de la terre. Aujourd'hui, nos lycéens en seconde doivent choisir soit maths physique, soit lettres. C'est inconcevable. Parce que tout à l'heure, on l'évoquait effectivement avec Florent, il nous faut absolument résoudre deux questions. D'abord, reconnaître qu'on délivre l'état actuel de la planète vis-à-vis de nos jeunes avec un certain handicap, que moi, je n'ai pas connu quand j'avais leur âge, parce que justement, dans les années 45 jusqu'en 90, on s'est trouvé dans des systèmes où on a vécu au-dessus de nos moyens. Alors, on n'a pas fait attention. Tout à l'heure, j'aimais bien effectivement Antoine quand il disait la position de l'humain, évidemment, bien sûr. Mais il reste des problèmes qui sont dramatiques aujourd'hui, pas résolus. Alors, comment est-ce qu'on aide nos jeunes? J'ai écouté récemment la présidente de la Compagnie Générale du Rhône, hein, c'est important, c'est toute l'énergie sur le Rhône, sauf le nucléaire, qui appartient à EDF. Et elle disait, bah écoutez, nous on a raté, les jeunes vont réussir. On n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre une génération pour qu'eux réussissent. Hein. Jusqu'à encore très longtemps, il n'y a pas longtemps dans mes conférences, je disais quel sera l'avenir de nos enfants. Maintenant, je me rapproche, quelle sera notre fin de vie à nous. Hein, l'horizon vraiment inquiétant, il est à 2030-2040. Et c'est vrai que je me rappelle d'un livre écrit en 2000 où il disait l'année à risque est 2040. Et qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous rend intranquilles? D'un côté, l'accélération du changement climatique, on va en parler. De l'autre, l'effondrement du vivant. Et ça, c'est vrai qu'avec Jean-Philippe, on en parle souvent. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond effectivement à la non-prise en compte par nos systèmes économiques de ces questions. Depuis 2 ans maintenant, je suis professeur à Sciences Po à Paris. Mon cours s'appelle « De l'histoire naturelle à l'économie des hommes ». Voilà. Et j'explique pourquoi à ces gamins qui vont devenir chefs d'État, ministres. Hein. Sciences Po Paris, c'est une des meilleures écoles du monde en sciences politiques aujourd'hui. D'ailleurs, il faut bien noter qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais invité un chercheur écologue dans ces murs. Hein. C'était secondaire. On verrait ça après. Et moi qui ai travaillé en cabinet ministériel aussi et qui rencontre beaucoup de monde politique aujourd'hui, ça change doucement. Mais on me disait encore récemment, Gilles, c'est bien vos conférences, elles sont bien, on vous écoute, on vous aime bien, mais on n'a pas le temps de s'en occuper pour l'instant, on verra plus tard. C'est là qu'est le problème aujourd'hui. Il faut mettre ça en super priorité, bien avant le fait de faire de l'argent le plus vite possible. Et aujourd'hui, on a, pour moi, 3 défauts majeurs, cette humanité qu'on évoquait ensemble tout à l'heure. J'écoutais Jean-Marie qui disait, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on abandonne dans le comportement humain? En premier lieu, l'imprévoyance. Aujourd'hui, il faut que chacun ici qui m'écoute développe une culture de l'impact. Si je fais ça,
qu'est-ce qui va se passer? Tous les jours, en permanence, ça demande un exercice de l'esprit, mais c'est fondamental. Et explique ça à nos enfants, à l'école primaire, à l'école maternelle. Si je fais ça, qu'est-ce qui peut arriver? Imprévoyance. Et aujourd'hui, la situation que l'on vit là, c'est bien le résultat de notre imprévoyance. Le second défaut, c'est l'arrogance. Et l'arrogance, elle est surtout masculine d'ailleurs, beaucoup plus que féminine. Et l'arrogance, c'est le fait de dire, ben, l'humain est au-dessus de tout, il est bien meilleur. Vous savez, en continuant à prendre toutes les espèces vivantes pour des êtres stupides, on va dans un système qui est ingérable. Si les animaux, les plantes, les champignons et même les bactéries étaient stupides, il y a belle lurette qu'elles ne seraient plus là, en fait. Hein. À l'échelle de l'évolution de la biologie, depuis la première cellule apparue dans l'océan il y a 4000 millions d'années, la vie s'est adaptée en permanence. La vie a... Mais pour s'adapter, elle a accepté une chose que nous, on n'accepte pas. C'est le titre du livre tout à l'heure que citait notre ami. L'homme peut-il accepter ses limites? Ce qu'on ne fait toujours pas. Hein. Confucius disait, si on ne connaît pas ses limites, on ne pourra jamais s'adapter à des situations qui changent. Et là, on vit dans un monde de changement et dans un monde où l'humain auto-crée lui-même ces changements. Hein. Ce n'est pas que des changements qui sont un impact de météorites, c'est vraiment des choses qui sont liées aussi aux activités humaines et qui expliquent l'état actuel dans lequel se trouve le vivant aujourd'hui et également cette évolution du climat. Donc, on a dit imprévoyance, arrogance et le troisième, c'est cupidité. Voilà. Ce qui veut dire que si on continue effectivement à vouloir toujours plus, dans un monde où un capitalisme qui n'est pas encadré a forcément amené à des différences sociales monstrueuses que vous connaissez à Fontainebleau. Hein. Vous avez des gens immensément riches et des gens immensément pauvres. Et aujourd'hui, on voit dans les classes des humains globalement la pauvreté qui augmente. Alors globalement, dans certains pays du monde, on est un peu mieux qu'il y a quelques années, mais globalement, au niveau mondial, non. Et c'est là que moi, je suis très élève de Edgar Morin. D'ailleurs, on est tous en train d'attendre là le 8 juillet prochain où Edgar Morin va avoir un siècle, avec une vie extraordinaire. Et Edgar revient toujours là-dessus. Il disait récemment au président Macron, vous savez, monsieur le président, le problème n'est pas la frénésie scientifique et technologique, c'est l'usage que l'on en fait. Et il disait aussi en même temps, pour parler de l'événement Gilets jaunes, il dit, vous savez, quand on gouverne comme ça, en laissant une grande partie des gens de côté, eh bien, le premier gourou qui passe, il gagne. Et franchement, en ce moment, nous sommes à portée de gourou. Bon, M. Trump est parti il n'y a pas très longtemps. Regardez Bolsonaro en ce moment au Brésil, Salvini. Et en France, on n'est pas à l'abri de ceci. Hein. Donc ça veut dire qu'on doit beaucoup plus faire attention à ce qu'on veut. Et ce que je fais avec vous ce soir, c'est m'adresser à des femmes et des hommes de bonne volonté, ce que j'aime, pour nous dire, on doit s'adapter aux conditions qui changent. Mais n'oubliez jamais une chose que le vivant nous enseigne. Hein. Tout à l'heure, on parlait de biomimétisme et de bioinspiration. Le vivant a rencontré les pires problèmes depuis qu'il existe. 4000 millions d'années, vous imaginez. Mais le vivant est toujours là. Donc, il s'est adapté à ces changements. Mais pour s'adapter, et c'est là que je mets l'humain en défaut, il faut accepter de changer. Et on ne change toujours pas. Le président Macron disait le 16 mars 2020, pratiquement jour pour jour, il disait « Le jour d'après ne sera en aucun cas le retour au jour d'avant ». Je suis très inquiet. J'ai écrit 2 papiers, l'un qui s'appelle « Notre ennemi n'est pas le virus, mais nous-mêmes ». Et le second qui va sortir dans un mois s'appelle « La Covid-19, un électrochoc collectif salutaire ». Je voudrais tant. Je suis à la DGAC bien souvent, ils me disent « Quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant ?» Surtout pas. 100 000 vols le 20 janvier 2020. Il ne faut surtout pas revenir à ça. Parce que si on continue à faire comme on faisait avant, bien, on va s'en prendre une autre pandémie. Et peut-être que le prochain virus, il ne tuera pas les personnes âgées et les gros, il tuera peut-être les jeunes. Donc c'est là que si on est capable de réfléchir à tout ça, encore une fois, si on gomme cette imprévoyance, cette arrogance et cette cupidité, je pense qu'on peut trouver les moyens, effectivement, de changer nos comportements et donc de nous adapter. Je suis très proche aussi de Boris Cyrulnik qui parle de résilience. Et n'oubliez jamais une chose, votre forêt, elle est résiliente à Fontainebleau. Mais vous ne pouvez résilier que si vous n'êtes pas mort. Quand un système est détruit, il ne peut pas résilier. Et ça, c'est vrai pour tout ce que je peux raconter ce soir. Donc, c'est là qu'il faut que tous ensemble, encore une fois, ces gens de bonne volonté, on porte cette question générale. Alors, sur le vivant aujourd'hui, bon, le climat, qu'est-ce qui se passe? C'est que bien, on a accumulé depuis l'invention de la machine à vapeur des excès de gaz à effet de serre.
L'océan en a stocké 93%, mais ben, lui aussi, un jour, il va en avoir un petit peu marre, l'océan. Et puis, si demain, l'océan arrête d'être un puits de carbone et puis devient un émetteur, ben, on sera mal. Vous avez vu récemment ces nouvelles, la semaine dernière, que dans le système global de réchauffement de la planète, on est en train de vivre un freinage considérable des courants du nord-ouest Atlantique, hein, le Gulf Stream. Et les Américains avaient modélisé un arrêt du Gulf Stream. Les Français pensent à un freinage. Mais c'est très, très important. Dans le contexte du réchauffement, il va faire beaucoup plus froid. Ça veut dire qu'on va aller vers des systèmes qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles à prévoir, hein, et puis ensuite qui vont nous poser des problèmes gigantesques au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de l'agriculture, au niveau de nos industries, au niveau de nos modes de vie, au niveau aussi de la côte. Hein. Même si Fontainebleau maintenant n'est plus au bord de la mer, vous l'avez été longtemps au bord de la mer. Hein. Vous vous rappelez, il y a 19 000 ans, il faisait 4 degrés de moins et l'océan était 125 mètres plus bas. Et d'autres moments, vous avez vu les sables de Fontainebleau, ben, l'océan était effectivement là où vous vous trouvez aujourd'hui. C'est ce chiffre-là qui nous font réfléchir, effectivement. Donc, pourquoi est-ce que ce climat change? Donc, on le sait, mais ça veut dire aussi que ce qu'il faut qu'on mette en place pour, non pas l'empêcher, pour moi, c'est le 7e des grandes plaies de l'écologie. On ne peut plus l'empêcher, c'est trop tard, il fallait s'en occuper avant, mais on peut faire 2 choses. 1, freiner ce changement climatique pour qu'on ait le temps de changer nous-mêmes, et deuxièmement, s'adapter à ces conditions climatiques nouvelles, sinon la Terre deviendra effectivement difficilement habitable. Hein. Jean-Philippe a vu que le livre de notre président actuel du muséum qui m'a succédé, Bruno David, il y a un mois, s'appelle « Comment habiter la Terre ?» Et c'est la vraie question. Hein. Et c'est là que c'est beaucoup plus fort que des élucubrations d'écolos farfelus. Ce n'est pas une question de parti politique pour moi non plus. C'est une question de citoyen. Il faut que chacun s'y mette avec 4 piliers qui pour moi sont la science, la vraie science. Je suis extrêmement meurtri par ce qui se passe au niveau scientifique depuis 1 an. On dit tout et n'importe quoi. Les médecins ont passé leur temps à donner des opinions, pas de la science. Hein, sur quels critères a travaillé le conseil scientifique actuellement? Je leur dis souvent, vous savez, le coronavirus, c'est un virus de chauve-souris. On les connaît bien. Au muséum, ça fait 20 ans qu'on va dans les grottes chinoises et du Cambodge récupérer des chauves-souris. Et on sait très bien que ces virus sont problématiques. Si on va chercher des chauves-souris dans les grottes et qu'on les ramène vivantes sur des marchés. Donc, ce qui n'aurait jamais dû se passer, c'est passé. Et une fois que ça s'est passé, à une vitesse effroyable, ça a fait le tour du monde en quelques jours. Des villes qui avaient des vols sur la Chine n'ont pas pu résister au démarrage de la pandémie. Taïwan, on en parlait ce matin, 30 morts, 8 millions d'habitants. Le lendemain du démarrage, plus un seul avion chinois ne s'est posé à Taïwan. Nous, on a mis 100 jours pour arrêter les avions chinois, parce qu'on faisait du business. Et tout est à l'avenant, effectivement. Hein. Toujours la raison économique en premier lieu. Donc ça, c'est très préoccupant. Et puis finalement, à part le climat qui change, il y a aussi l'effondrement du vivant qu'on évoquait, pour 5 raisons qu'on connaît bien maintenant. Hein. Et Jean-Philippe va y revenir. D'abord, la destruction de l'environnement et de nos écosystèmes. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la contamination de la forêt de Fontainebleau. C'est monstrueux. Comment on peut aller mettre sa poubelle dans la forêt de Fontainebleau? Hein? Ça me hérisse le poil. Nous sommes en guerre contre ces gens-là. Ça, c'est clair. Pas contre le virus, contre ces gens-là. Les lobbies puissants. Tout à l'heure, on parlait du bisphénol de type A dans les matières plastiques qui empoisonne notre atmosphère et qui a des problèmes, qui entraîne des problèmes sur le développement du cerveau des bébés. Eh bien, ce sont des lobbies de producteurs qui ont empêché de laisser sortir la vérité. Vous vous rappelez quelque temps aussi ce qu'on appelait la conspiration de Heidelberg, où des prix Nobel ont signé une tribune en disant « les écolos, c'est une catastrophe, ils nous empêchent de vivre, c'est des fous dangereux, ce n'est pas des scientifiques ». Et maintenant, on sait que qui était derrière tout ça? Marlboro et l'industrie de l'amiante. Et ça, c'est immonde. Que l'humain puisse se livrer à des considérations comme celle-là, pour moi, ça me rend fou. Idem que pour le chlordécone en Martinique, où pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de banane, on a empoisonné les sols des Antilles pour 2 siècles. C'est ça que tous ensemble ici, on doit arrêter d'accepter. Alors, on détruit les écosystèmes. Deuxième raison, c'est la principale. Hein. La deuxième, ben, c'est simplement la pollution, la contamination qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Les plastiques dans l'océan, les perturbateurs endocriniens, dont le bisphénol de type A que j'évoquais à l'instant. C'est les questions des métaux lourds, bien sûr aussi, hein, des médicaments partout. La troisième raison, c'est la surexploitation, la forêt tropicale part au rythme de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À la fin de ce siècle, on n'en aura plus. On sait bien dans les collections du muséum que plus de la moitié de tout ce qu'on connaît comme espèces vivantes viennent des forêts tropicales humides.
Et puis après la surexploitation, c'est aussi la pêche. On peut en dire quelques mots si vous voulez tout à l'heure. Donc on a dit surexploitation, pollution, destruction, et puis après la dissémination de tout partout. On emmène tout partout. Aujourd'hui, au Kerguelen, par exemple, les scientifiques, les premiers, sont venus avec des chaussures mal lavées. Ils ont amené des pollens. Les pissenlits ont explosé. On ne savait plus quoi faire. On a amené des lapins. Et c'est la cata en ce moment avec les pissenlits et les lapins, qui modifient toutes les conditions de nidification des oiseaux du Sud, par exemple. L'humain joue en permanence, en permanence. Robert Barbeau, qu'on aimait beaucoup au muséum, disait « L'humain est un éléphant dans un jeu de quilles ». C'est exactement ce que l'on est aujourd'hui, finalement. Et la cinquième raison, c'est le climat qui change trop vite. Mais méfions-nous, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas dû au changement climatique. Il y a des relations évidentes entre le climat qui change trop vite et les vivants, mais il y a aussi des relations entre le vivant qui disparaît et le climat qui change. Donc voilà, donc c'était une petite introduction rapide pour vous dire qu'on se bat pour ramener des programmes dignes de ce nom pour nos enfants, à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, dans les grandes écoles. Vous savez, aujourd'hui, notre élite, entre guillemets, qui sort de la grande école d'administration, ils ne savent même pas qu'ils sont faits à moitié de bactéries. Comment voulez-vous, dans ce cas-là, qu'on prenne sérieusement ces questions-là en considération? Un bébé humain qui naît, je le crie toujours, c'est 3/4 d'eau. C'est pas fait pour laver sa voiture. C'est une molécule tellement rare, tellement importante. Avant l'ADN, avant l'ARN, la molécule de la vie, c'est l'eau. Toutes les cellules vivantes sont faites d'eau liquide. Et je terminerai en vous disant que la vie, c'est quoi? Ce sont des cellules, donc une membrane qui sépare un intérieur et un extérieur, avec dedans de l'eau et des sels. Voilà. Et l'humain aussi. Et quand on regarde aujourd'hui ce que le Covid cible, et j'arrête là-dessus, eh bien, il tue des gens qui sont effectivement âgés, des gens qui sont en surcharge pondérale, des gens qui sont en diabète de type 2, des gens qui sont en hypertension artérielle, des gens en fait issus de la malbouffe. Et pourquoi sont-ils comme ça? Parce qu'ils ont perdu le dialogue entre leurs bactéries symbiotes de leur peau, de leur intestin et leurs cellules humaines. Voilà, pour nous ramener à ce qu'on est, non pas à côté du vivant, dedans jusqu'au cou. On ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Si on n'admet pas ça, on ne pourra pas avancer. Et si on l'admet, eh bien, on comprendra que chaque fois qu'on va agresser le vivant, on s'auto-agresse. C'est quand même stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée sapiens, l'homme qui sait. C'est toujours un défi d'intervenir après Gilles. C'est toi qui m'as lancé, Philippe. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur, ça va être difficile. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Gilles vient de citer Robert Barbeau, et Robert Barbeau avait coutume d'appeler la biodiversité le tissu vivant de la planète. Il faut s'imaginer qu'un être humain, s'il n'avait pas un tissu pour joindre l'ensemble de ses organes, eh bien, ça serait un squelette sur lequel pendraient des poumons, un cœur, enfin, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est pour un petit peu répondre en anticipation à la question de cette conférence. L'homme fait partie intégrante de la nature, ne peut pas vivre sans elle. C'est absolument, ils sont consubstantiels tous les deux. Alors, juste pour aussi préciser, puisque Florent nous a un peu interpellé sur qu'est-ce que c'est que la biodiversité. La biodiversité, c'est très schématiquement composé de 3 éléments. C'est la diversité spécifique, c'est ce à quoi généralement on pense quand on fait des micro-trottoirs. Les gens disent c'est la diversité des espèces. Voilà, c'est combien il y a d'espèces dans le monde. Alors juste quelques chiffres, j'espère que Gilles sera d'accord avec ces chiffres. Il y a à peu près entre 7,5 et 8 millions d'espèces qui sont actuellement connues dans le monde. Et les spécialistes disent que potentiellement, il y en a le double, voire même beaucoup plus, parce que les océans recèlent, et Gilles, spécialiste de la question, recèlent énormément de choses, notamment dans les abysses. Et c'est probablement encore des centaines de milliers ou des millions d'espèces supplémentaires qui sont à découvrir. Et on en décrit quelques milliers, maximum 1500 à 2000 espèces par an. Donc l'enjeu qui est en train de se passer devant nous, c'est que ces espèces auront disparu avant même qu'on ait pu les décrire, avec tout ce qu'elles peuvent éventuellement apporter à l'humanité. Parce que cette interaction, cette symbiose qu'il peut y avoir entre ces espèces et l'être humain, on est en train de le perdre, et c'est un peu aussi un vrai problème, un vrai défi. Le deuxième élément, le deuxième item de la biodiversité, c'est évidemment la diversité des habitats, la diversité des paysages. Et s'il n'y avait pas de diversité des habitats, bien évidemment, il n'y aurait pas de diversité spécifique. On voit bien ce que c'est que
si on rapporte à Fontainebleau, ben, l'apparition du pin et la banalisation de la forêt par le pin a débouché sur des pertes de biodiversité et d'espèces tout à fait considérables. Puis le troisième point qu'il ne faut surtout pas oublier, on en parlait à l'instant, Gilles en parlait à l'instant, et puis la Covid nous le rappelle, c'est la diversité génétique. S'il y avait simplement un seul clone de peuplier ou de platane dans nos villes, eh bien, à la première attaque virale, tous les peupliers disparaîtraient. On pourrait faire la même remarque sur le blé. S'il n'y avait qu'une seule variété de blé, ben, ça ferait bien longtemps qu'on n'en aurait plus parce qu'elle aurait disparu. Donc ça, c'est des éléments un peu factuels, mais qu'il convient de rappeler. Et dans tout ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que Gilles l'a bien décrit tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité. Ça fait, pour certains problèmes que nous vivons actuellement, 20 ans, 30 ans, un siècle, parfois même 2 siècles, que des gens, qui soient des scientifiques, des érudits, nous alertent sur les conséquences de nos actes irréfléchis. Et ça, c'est vraiment un point qui est important parce qu'on pourrait dire, bah, oui, on ne savait pas, on ne nous a pas prévenus. Ça n'est pas vrai. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui était complètement prévisible et notamment l'épidémie que nous vivons actuellement. Elle était totalement prévisible, elle était même prévue. Donc ça, on n'a plus le droit aujourd'hui de se mentir et on n'a plus le droit de considérer que nous n'étions pas au courant des choses. Et donc, moi, ce que je constate, Gilles l'a également très bien dit, c'est que le monde d'après qui est en train de se préparer, il ressemble malheureusement farouchement au monde d'avant. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que l'homme n'apprend pas de ses erreurs. Et malheureusement, même si, effectivement, au fond de moi-même, Gilles, pareil, on est des humanistes et on a envie que les choses aillent dans le bon sens et on a envie d'être optimiste. Malheureusement, les voyants restent au rouge et restent désespérément rouges. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut se féliciter de ce qui est en train de se mettre en place à Fontainebleau, parce que oui, la transition écologique, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un gadget et que c'est vraiment quelque chose qui doit être mis en place partout sur le territoire, non seulement national, mais dans le monde entier. Alors, je voudrais revenir, on ne s'était pas concerté, mais je vais revenir sur 3 mots qui ont été évoqués par Gilles pour essayer de les rapporter au contexte bellifontain. Gilles a parlé d'arrogance, mais Fontainebleau, finalement, c'est un peu le paroxysme de l'arrogance. C'est Henri IV qui décide d'y bâtir un château, à la fois parce qu'il y avait la volonté d'y exercer la chasse, etc., mais qu'il l'a installé finalement, puis après, donc agrandi par François Ier, sans véritablement se poser la question de la durabilité de cette implantation. Et on l'a vu assez rapidement, il a fallu faire des travaux pharaoniques, alors peut-être pas aussi importants que ce qu'a fait Louis XIV à Versailles, mais néanmoins très importants pour pouvoir domestiquer l'eau, parce que l'eau, comme ça a été rappelé par Gilles, c'est fondamental pour installer un château et puis derrière pour y installer une ville. Et finalement, tout ce qu'on magnifie aujourd'hui, à juste titre, parce que le château est magnifique et qu'effectivement, d'un point de vue patrimonial, c'est tout à fait remarquable, mais néanmoins, c'est quand même un peu l'archétype de l'arrogance d'un monarque qui, finalement, s'est installé sans se rendre compte que ce qui faisait l'intérêt de cette implantation pour lui, notamment par rapport à des activités de chasse, était en train d'être mis à mal parce qu'il n'avait pas la vision justement de comment tout ça allait se passer sur le long terme. Le deuxième mot que donc a utilisé Gilles, c'est imprévoyance. J'ai imprévoyance, j'y venais. On n'a pas du tout prévu ce qu'allait devenir le château, puis la ville de Fontainebleau dans la durée. On a Fontainebleau, c'est quand même la forêt qui a vu naître le tourisme de masse à travers les fameux sylvains, qui étaient en fait notamment le sylvain d'Ennecourt, qui a tracé les fameux sentiers d'Ennecourt, qui ont été finalement le premier exemple d'exploitation touristique d'un site naturel. Et c'est paradoxal, parce que Fontainebleau, c'est aussi le premier endroit au monde où la conservation de la nature a été mise en œuvre par un décret impérial donc de Napoléon III, quelques années avant la création du premier parc national américain
celui de Yellowstone, considéré il y a encore quelque temps unanimement comme étant le premier exemple de site protégé pour ses valeurs naturelles. Ça n'est pas vrai. Le premier site naturel, ce sont les réserves biologiques intégrales de Fontainebleau, et suite donc à l'action qui avait été menée par les peintres de Barbizon. Mais donc, quand Dencourt a fait ses sentiers, il l'a fait dans la plus totale imprévoyance. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas réfléchi aux conséquences que pouvait avoir un développement touristique non maîtrisé, et finalement tournant le dos à ce qui faisait aussi, ce qui a fait que la lutte des peintres de Fontainebleau a abouti à cette protection, c'est-à-dire la naturalité. Parce que c'est la naturalité que les peintres ont peint, mais ils l'ont peint pas de façon dogmatique, parce qu'ils ont aussi peint des bergères avec leurs moutons ou leurs vaches. Ils ont aussi peint ce qui était la réalité de la forêt de Fontainebleau, mais avec à cette époque-là, probablement sans qu'ils s'en rendent compte, cette notion de développement durable. Et puis, le troisième mot qu'a utilisé Gilles, il a utilisé le mot de cupidité. Eh bien, malheureusement, la cupidité, elle est là. Dencourt, qui a été longtemps présenté comme un génie ou comme quelqu'un qui était un visionnaire, il y a des textes qui ont été publiés récemment qui montrent que finalement Dencourt était un homme d'affaires qui cherchait à travers ses sentiers à gagner de l'argent, et que la cupidité était très très présente dans la façon dont il a envisagé cette valorisation de la forêt. Donc voilà, les choses, elles sont… Fontainebleau finalement n'échappe pas à ces trois qualificatifs. Je voudrais revenir aussi sur les questions d'érosion de la biodiversité, puisque je sais que Gilles ne souhaite pas qu'on parle d'extinction, puisque fort heureusement, on n'en est certainement pas encore au niveau de l'extinction, mais par contre l'érosion. Cette érosion, elle est caractérisée, il l'a dit, par le fait qu'elle est totalement d'origine anthropique, alors que les précédentes crises étaient d'origine naturelle, entre guillemets. La dernière en date qui a fait disparaître les dinosaures, c'est les volcans qui ont les éruptions volcaniques qui ont obscurci donc, le ciel et donc fait chuter la température, et puis des collisions avec des météorites. Bon, c'est un peu sommaire, mais grosso modo, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on sait que la disparition, la régression, l'érosion de la biodiversité, elle a deux caractéristiques. Elle est essentiellement et uniquement, d'ailleurs même, anthropique, et surtout, elle se déroule à une vitesse inconnue. Ce qui ne permet pas aux espèces qui disparaissent d'être remplacées par d'autres, parce que souvent, l'argument qui est donné par les gens de mauvaise foi, c'est de dire « Oh, mais de toute façon, les espèces ont toujours disparu, et donc, voilà, les dinosaures ont disparu, ils ont été remplacés par d'autres, etc. » Sauf que cette disparition des dinosaures, elle s'est passée sur des milliers d'années. Or que là, on est en train de voir les choses disparaître. Moi, je peux vous parler tout à l'heure, dans sa présentation élogieuse, Florent Bénard a indiqué que j'étais ornithologue. J'ai vu de mon vivant, je vais avoir 64 ans dans quelques jours, et j'ai commencé à prospecter la région alors que j'avais une 12 ou 13 ans. J'ai vu disparaître des espèces d'oiseaux du massif de Fontainebleau. Je pourrais par exemple vous parler de la pie-grièche grise qui a totalement disparu et qui est une espèce qui est au sommet des chaînes alimentaires, puisque c'est un passereau, mais en fait un petit rapace en miniature qui se nourrit d'insectes. Et donc les insectes disparaissant, la pie-grièche disparaît. Gilles, grand coléoptériste devant l'éternel, pourra certifier que Fontainebleau est connu mondialement pour sa faune entomologique, et notamment de coléoptères saproxyliques, c'est-à-dire qui se nourrissent de bois soit vivants, soit morts, et qui a vu malheureusement beaucoup d'espèces disparaître, ou en tout cas devenir extrêmement rares, au point de susciter là aussi de la cupidité de gens qui veulent absolument se procurer l'exemplaire qui leur manque. Donc tout ça, c'est des choses qui existent actuellement. C'est des choses qui existent actuellement et qui ne sont pas du tout… Il n'y a pas besoin d'aller au Pérou, il n'y a pas besoin d'aller, comme Gilles le disait, en forêt tropicale brésilienne pour constater cette disparition. Ça se passe devant nos yeux. Et puis, il y a la disparition spécifique en tant que telle, mais il y a aussi la régression des effectifs. Et ça m'amène à vous parler d'un point que j'espère Gilles partagera avec moi, c'est la notion d'état de référence. On perd complètement nos repères. Je vais commencer par un exemple qui n'a rien à voir avec la biodiversité, quoique. Aujourd'hui, on nous abreuve de chiffres catastrophiques sur les morts du Covid, en nous expliquant que bientôt en France, on va avoir 100 000 morts, qu'à l'échelle mondiale, on a dépassé les 2 millions de morts, etc. Qui, aujourd'hui, si on faisait un micro-trottoir à l'instant T à Fontainebleau, sait que la population s'accroît de 1 million
de personnes par semaine. Est-ce que les gens savent ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit il y a 100 000 morts du Covid depuis 1 an, il y a 1 million de personnes nouvelles sur la Terre. Voilà. Et l'empreinte écologique de ces millions de personnes qui légitimement, d'une certaine façon, augmente, parce que comment demander à des gens qui sont dans le dénuement le plus total de continuer à l'être? Comment demander à des gens qui ont Internet, etc., et qui voient des gens vivre dans l'opulence alors qu'eux sont dans la misère, comme le rappelait tout à l'heure Gilles, de faire l'impasse sur ce développement pour nous permettre à nous d'être plus riches et de vivre mieux? Eh bien, ce n'est pas possible. Donc, non seulement la population augmente, mais en plus, son empreinte écologique grandit. Alors, vous allez me dire, et le rapport avec Fontainebleau? Ben, le rapport avec Fontainebleau, il est clair, c'est que Fontainebleau n'échappe pas à ces problèmes-là. Fontainebleau est une ville qui croît, qui grossit. Alors, peut-être pas dans son hypercentre, parce que d'un point de vue immobilier, etc., ce n'est pas forcément accessible à tous, mais quand même, si on considère que l'agglomération de Fontainebleau, qui inclut, qu'on le veuille ou non, alors je sais que politiquement, c'est un peu sensible comme sujet, mais tant pis, je me lance, qui est quand même un petit peu lié à la ville d'Avon, qui quelque part a tendance un peu à devenir la banlieue de Fontainebleau, eh bien, on croît, on multiplie. Et cette croissance et cette multiplication, elle implique des artificialisations de sol, elle implique des espaces à trouver pour des biens publics, hein, des piscines, des gymnases, des crèches, etc., ce qui est là aussi complètement légitime. Donc, on est complètement… voilà. Et donc, cette perte de référence à laquelle je fais allusion, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens, par exemple, ils vont se promener en forêt de Fontainebleau ou dans un parc public, et puis ils vont trouver que c'est sympathique. Ils vont voir quelques papillons, ils vont entendre des oiseaux chanter, ils vont voir des beaux arbres, ils vont se dire, bah, finalement, on est quand même bien à Fontainebleau, et du coup, c'est quand même pas si mal. Mais qu'est-ce que c'était Fontainebleau il y a 50 ans? Qu'est-ce que c'était Fontainebleau à l'époque de François Ier? Qu'est-ce que c'était à l'époque d'Henri IV? On a perdu tous nos repères. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je discute, et ça me peine, et d'un certain côté, ça m'inquiète parce que ça prouve que je vieillis. Mais quand je discute avec des jeunes ornithologues qui avaient mon âge, 15 ans, 20 ans, et qui sont esbaudis devant la moindre pligrièche écorcheur ou devant le moindre loriot, alors qu'il y a 50 ans, mais c'était une monnaie commune. Ça, c'est un vrai sujet parce que si on ne protège que ce qui existe aujourd'hui, on n'est pas certain que la résilience puisse s'exercer. Et je vais terminer mon propos sur cette question de résilience avant de repasser la parole à Gilles. C'est que aujourd'hui, l'urbanisme tel qu'il est conçu dans beaucoup de villes françaises, et je dirais dans 2 villes de la moitié nord de l'hémisphère, que ce soit les États-Unis, l'Europe, est conçu de telle manière qu'on n'est absolument pas certain que même si on arrêtait, même si on revenait en arrière, même si on adoptait justement des techniques de transition écologique, on puisse effectivement avoir cette résilience. On l'espère tous, on le souhaite tous, mais on n'en est pas complètement convaincu, parce que si on prend par exemple l'échelle de l'Île-de-France, il n'est pas du tout certain qu'on n'ait pas déjà dépassé un seuil qui fasse que l'écosystème de la banlieue parisienne puisse être résilient. Et c'est absolument ça qu'il faut travailler dans l'opération qui est en train d'être menée, c'est qu'il faut réfléchir à la façon dont on peut assurer sur la durée la résilience des écosystèmes qui puissent servir à l'homme et qui ne soient pas, je dirais, perçus, et là aussi je suis complètement d'accord avec Gilles, par des anti-écolos primaires qui disent mais c'est n'importe quoi, on veut nous empêcher de vivre, et puis de toute façon, quitte à être foutu, bah, autant y aller, et puis autant détruire tout de suite. Ça, c'est des discours qu'on entend, y compris dans son entourage parfois proche, et ça fait d'autant plus mal. Du coup, non, essayer de se dire que oui, il y a un avenir, il y a une possibilité, et c'est ça qu'il faudra peut-être maintenant dire dans les dernières minutes de la conférence, c'est qu'il y a une possibilité de retour en arrière, et surtout, il y a une possibilité d'impliquer les habitants, d'impliquer les gens, au sens, j'allais dire, mélenchonesque du terme, dans cette action donc de prise de conscience et d'action qui sont, pour reprendre l'image du colibri, qui sont la goutte d'eau, certes, mais multipliées par
l'ensemble de la population, ça peut devenir quelque chose de très très intéressant. Et c'est ça qui me fait encore être raisonnablement optimiste pour l'avenir. Mais comme le disait aussi très bien Gilles, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus tard, ça signifie trop tard. Voilà, je te repasse la balle, Gilles. Oui, d'accord. Alors, la question qu'on peut se poser, moi je suis entièrement Jean-Philippe, on se connaît bien et on s'entend bien, c'est pour ça d'ailleurs. Vous savez, il y a des termes qui en ce moment nous hérissent le poil quand même. C'est l'éco-anxiété trop développée. Nos jeunes sont touchés par ça. Moi j'enseigne à Sciences Po, j'enseigne en médecine, dans les écoles vétérinaires, à l'agro-paritech, en écologie à Jussieu, à Sciences Po, j'enseigne maintenant aussi dans des écoles de commerce parce que ces questions-là, les gens commencent à comprendre qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et partout, il faut que chacun ait une formation depuis le gamin à l'école maternelle. Dire à un petit enfant, tu sais, chaque matin dans ton lit, il y a 1 million d'acariens. Alors, ça leur fait un peu peur quand on monte une image grossie, mais c'est ça le vivant. Et l'autre jour, vous racontez que j'aime bien aller enseigner aux enfants. Un petit garçon qui était en CM1, je lui parle des acariens dans son lit. Et alors, tout d'un coup, il était malheureux. Il me dit, mais Gilles, quand je me lève faire pipi la nuit, que je reviens au lit, j'écrase mes acariens. Je dis, non, c'est trop beau. Non, je dis, ils sont trop petits, tu sais, ils sont dans les interstices des draps. Ou une jeune femme qui me dit, mais vos acariens, là, c'est horrible. Hein, j'aurais pu vous montrer une photo. J'ai un bébé de 3 mois, c'est pareil. Je dis, oui, c'est pareil. Si vous voulez ce que vous pouvez faire, si vous prenez votre bébé comme une maman sait le faire avec amour dans ses bras, bien au chaud, lui donne son bain et le remet au lit à 37 degrés bien humide, on double la population d'acariens pour le lendemain. Si par contre on laisse le soleil frapper les draps, comme ça arrive des fois à Fontainebleau, il fait beau évidemment, bien sûr, là vous détruisez la moitié des acariens. Et c'est là que ces connaissances sont fondamentales. On ne mange que cela finalement. Et c'est là que c'est ça qu'il faut qu'on enseigne aux petits dès le démarrage. Et pour moi, l'espoir, il est dans quatre, je dirais, piliers de ce qu'on doit mettre en place. D'abord, la science. Tout à l'heure, je vous disais, je suis très touché par ce qu'on a dit sur la science depuis 1 an, où les gens ont passé leur avis à donner des opinions. Ça, c'est pas de la science. Vous savez, aujourd'hui, il y a un type qui va dans la rue avec un magnétophone et qui vous dit « Est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine est active contre le Covid-19 » Le type a une opinion là-dessus, alors qu'on n'en sait rien. C'est là, franchement, que je me dis, c'est pas possible. C'est Étienne Klein qui disait, je ne suis pas médecin, mais voilà la question aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui vont, et on mélange 2 choses en science, la science établie, on ne revient plus là-dessus. La Terre est ronde, elle n'est pas plate. Hein. Ça, c'est clair. La photosynthèse a été inventée par des microalgues dans l'océan, c'est sorti, et la science en marche. Et c'est là que le public a eu beaucoup de mal depuis 1 an avec la science en marche. On fait des découvertes, on les raconte trop vite. À un moment, c'était une bactérie qui était liée à la Covid, puis après, c'est autre chose. On revient en arrière, le pangolin, on parle pangolin. Ça, c'est normal. Sans arrêt, on donne des informations qui sont tronquées, elles sont en évolution. Ça, il faut les garder dans les laboratoires. Et ce qu'il faut donner au grand public, c'est la science formelle qui nous permet d'avancer sur des bases solides. Une science établie où tout le monde est d'accord. Quand on vient de dire il n'y a pas de changement climatique, attendez, il faut vraiment être de mauvaise foi, comme tout à l'heure le disait Jean-Philippe. Oui, mais l'homme n'y est pour rien, attendez. La vélocité du changement, on parle de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Hein, et tout à l'heure, on parlait d'événements qui se sont passés dans le passé sur au moins le demi-million d'années. Qui peut imaginer, même moi le premier, hein, ce qu'est 1 million d'années? Bon, on l'écrit, on le raconte, mais bon, pour s'imaginer ce que c'est autre chose. Donc, la science, c'est fondamental. Il faut vraiment que la science soit au centre, la vraie, hein, la science qui n'est pas des fake news ou qui ne sont pas des émanations d'opinion. Et ça, il faut le faire dans un système clair où la science est un conseiller. Je ne veux pas un monde dirigé par les scientifiques. Hein. Je ne voudrais pas de ça. Mais écoutez, deuxième aspect, c'est bien sûr le politique. Quelle politique? Par qui? Comment? Pourquoi? Quel est le rôle du politique? Churchill disait, gouverner, c'est prévoir. Et tout à l'heure, on a dit avec Jean-Philippe, on est en imprévoyance totale aujourd'hui. Quel homme politique est capable aujourd'hui, formé dans nos écoles actuelles, de prendre une décision qu'il va savoir, capable d'aboutir dans 15 ans? Aucun. Ils ne sont pas formatés pour ça. Le monde politique est beaucoup trop court. On est élu sur quelques kilomètres carrés pour des temps très courts. Moi, j'étais partisan d'un mandat plus long, mais pas réélection, parce que les décisions à prendre franchement entre nous aujourd'hui sont difficiles à prendre, courageuses, et elles sont impopulaires.
Donc si on est obsédé par sa réélection, on ne les prend pas, ces décisions-là. Donc ça, c'est un monde très important, ce monde politique aussi. Mais il nous faut. Moi, j'admire beaucoup les maires, j'aime beaucoup les élus parce que c'est eux qui ont les bottes aux pieds sur le terrain. J'ai un plaisir fou à discuter avec les maires. Après, c'est différent à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des partis. Un maire, pour moi, il ne doit pas être d'un parti. Le maire, il est là pour aimer son territoire, le faire connaître, le faire aimer, le protéger. Vous savez quel est le but finalement de nous tous aujourd'hui? C'est d'être heureux. Hein. On a tous envie d'être heureux. Et pour être heureux, ben, on crée une famille. Donc on a des enfants, des petits-enfants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on crée de l'emploi. C'est pour ça que j'aime bien les chefs d'entreprise, je vais y venir après. On crée de l'emploi là. Eh bien, tout ça, il faut le faire. Il nous faut des amis, évidemment. Comment faire tout ça sans détruire l'endroit dans lequel on habite? Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est là que, comment est-ce que tous on réfléchit? Donc on a dit la science, la politique. Après, c'est le monde des citoyens, c'est nous tous, c'est les ONG. Hein, où effectivement des gens disent des choses, on a envie de partager, de s'exprimer. On participe aussi, et Jean-Philippe a été longtemps le patron d'un superbe domaine au muséum qui était les sciences participatives. Hein. Chaque individu, garçon, fille, va intervenir pour discuter sur l'apparition du premier tel type d'oiseau, quel jour, à telle heure. Je pensais en ce moment, Jean-Philippe, on a plein de grues qui passent en ce moment au-dessus de Bergerac. Là. On a des cigognes sur leur nid partout. C'est ça qu'il faut dire. Quand est-ce que j'ai récolté mon premier pruneau? Les vendanges, les premières vendanges. J'ai vécu 10 ans à Banyuls. Entre 2000 et 2020, les vendanges ont été avancées de 3 semaines et demie. Ces changements sont extraordinaires. On n'avait jamais vu ça, bien sûr. Hein. Donc on a dit la science, la politique, le monde citoyen et des ONG. Et enfin, ça va vous surprendre, hein, mais je pense qu'il faut absolument faire adhérer avec nous le monde de l'entreprise. Parce que si le monde de l'entreprise ne s'empare pas de ces questions-là, ça n'avancera pas. Eux sont capables de persuader le monde politique plus qu'on peut le faire au niveau scientifique ou bien au niveau ONG. Bien sûr, on parle d'entreprises qui sont raisonnées. Je ne vais pas discuter avec Bayer ou Monsanto, c'est même pas la peine de discuter. Hein. Ces lobbies qu'on évoquait tout à l'heure, là, comme Marlboro ou l'amiante, qui ont freiné les décisions ou qui ont permis des produits que l'on sait très dangereux pour les enfants, pour les humains, pour tout le monde en fait. Hein. Le plastique dans l'océan qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il y a aujourd'hui un thème qui s'appelle entreprise à mission, où l'entreprise, dans un monde capitaliste, hein, c'est clair qu'aujourd'hui, elle peut jouer un rôle très important sur ces questions-là. Et l'entreprise à mission, c'est une entreprise dont le but n'est pas uniquement de faire du profit, mais aussi de jouer un rôle fondamental, environnemental et social. Et ça, c'est très, très important aussi, bien sûr. Et c'est là que, comment est-ce qu'on change à ce niveau-là? Pas revenir au nombre d'avions qu'on avait avant, tout à l'heure, on l'évoquait aussi ensemble. Hein. Et comment est-ce que demain, on crée un monde? Vous savez, il y avait Dahl, qui était le patron d'Esso-Norvège, donc un capitaliste, hein, qui disait « Le soviétisme communisme s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte des réalités des lois du marché. » Bon, un marché pas encadré, c'est une catastrophe. Hein. Le capitalisme pas encadré, c'est un drame social. Ça, c'est clair. Hein. Il y aura des très riches et des très pauvres. Et ça, c'est intolérable à terme, bien sûr. Hein. Ça va être les germes de tout ce qui va se passer. Et il dit après, un capitalisme non encadré, qui ne tient pas compte des questions environnementales, est aussi voué à l'échec que ce qui se passait à l'époque. Parce que le capitalisme pas encadré ne tient pas compte des réalités écologiques. Et c'est là qu'au niveau de l'écologie, il faut qu'on adapte notre économie à l'écologie, pas l'inverse. Les lois écologiques, elles sont là depuis toujours, bien évidemment. L'humain est en plein dedans. Un exemple, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est les records sportifs aux Jeux Olympiques pour l'athlétisme. On est au taquet partout. Les records du monde, on va les avancer de fifre là, parce que depuis 1920, quand on regarde les lois et les courbes chez les femmes et chez les hommes, on est au taquet. C'est normal. L'humain a bien des limites. On ne va pas courir le 100 mètres en 4 secondes. Ou alors, ce que proposent certains, on va tricher. Par exemple, je dis souvent aux gens, expliquez-moi pourquoi, je m'adresse aux femmes là, pourquoi, mesdames et mesdemoiselles, aucune femme actuelle ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. Elles sont 1 mètre derrière. Ces gamines étaient traitées à la méthyltestostérone dans le biberon. C'est ça l'humain augmenté. Qu'est-ce qu'on veut? Et je dirais enfin que notre seul but à tout, il est clair. Hein, si on revient à ces relations harmonieuses entre humain vivant et le vivant non humain, et ça passera par une diminution aussi des productions de l'élevage. Hein. 23 milliards de poulets, 1,3 milliard de vaches. Pourquoi il est venu le Covid? Promiscuité entre des animaux sauvages, des animaux domestiques et des humains. Je ne suis pas contre la consommation de viande. L'humain est profondément omnivore.
mais pas au niveau où on les consomme aujourd'hui. Donc tout ça, c'est une harmonisation de tout ça. Et en fait, il faut arrêter d'accepter que le système fasse du profit et gagne de l'argent en détruisant la nature ou en la surexploitant. Voilà notre défi pour le futur. Et le but n'est pas de sauver la planète, qui s'en fout complètement, la planète, hein, c'est de sauver l'humain dessus. Merci. Juste pour, non pas pour conclure, mais pour apporter donc un éclairage plus centré sur Fontainebleau, de ce que vient de dire Gilles. Moi, ce qui est proposé à travers l'exercice de transition écologique de Fontainebleau, c'est pas de vivre moins bien, c'est pas de vivre plus chichement, c'est de vivre mieux, au contraire, en étant plus sobre sur des choses qui nous apparaissent aujourd'hui comme essentielles, mais qui ne le sont pas du tout, et d'essayer de retrouver un certain nombre de valeurs qu'on a perdues. Et paradoxalement, quand on pense à Fontainebleau, ce n'est pas l'endroit où on pourrait penser que la biodiversité est la plus menacée. D'ailleurs, en participant avec Florent Bénard tout à l'heure à un des multiples ULAB de sciences de travail participatif, justement, moi, je me suis rendu compte que les gens avaient tout simplement oublié que l'essentiel de la forêt de Fontainebleau était situé sur le territoire de la commune de Fontainebleau. Et finalement, si on regarde à l'échelle des temps politiques dont j'y parlais, eh bien, ça ne fait que très peu de temps que la commune de Fontainebleau se réapproprie la forêt et qu'elle est rentrée à nouveau dans les dispositifs de gestion et de planification de cette forêt. Donc, ça prouve bien qu'elle fait partie, elle est absolument consubstantielle de Fontainebleau. Fontainebleau, j'ai coutume de dire que c'est finalement une clairière dans cette forêt, mais que pendant très longtemps, la ville de Fontainebleau, elle a tourné le dos à la forêt. Au lieu d'en faire un atout, au lieu de cultiver notamment les continuités écologiques. Aujourd'hui, par exemple, un exemple aussi que j'ai coutume de prendre, c'est quand vous êtes un Bellifontain et que vous habitez, j'en sais rien moi, par exemple, près du marché, et que vous voulez aller en forêt, eh ben, c'est très très difficile de le faire à pied. Parce que vous avez des routes à grande circulation qui enserrent la ville, parce que vous n'avez pas de continuité naturelle et que c'est très très compliqué. Donc, il faut vraiment rétablir ces continuités, parce que ça, c'est aussi un point qui est important. La nature, ça ne doit pas être non plus un gadget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui sont des gadgets, qu'on met du verre pour faire du verre. Non, ça doit être quelque chose qui est fonctionnel. Et la fonctionnalité des écosystèmes, c'est un concept qui est très difficile à appréhender, mais ça a une réalité. Autre point qui me paraît aussi très important, on parlait tout à l'heure de l'eau, qui est absolument vitale, mais la ville de Fontainebleau a complètement oublié qu'elle était bordée par un fleuve qui s'appelle la Seine, et qui, à mon avis, aussi un atout pour la commune de Fontainebleau, un atout par rapport à la qualité, puisqu'on y prélève de l'eau potable, de l'eau qui devient potable, et puis aussi en termes de biodiversité, parce que c'est assez rare d'avoir une forêt aussi vaste de Fontainebleau qui peut éventuellement, dans certains secteurs, être connectée donc, à la Seine. Donc tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui sur les chevaux et qu'il faut absolument envisager avec sérénité, non pas comme avec une vision, j'allais dire, soit passéiste, soit idéologique. Tout ça, ce n'est pas de l'idéologie. Et moi, je rejoins complètement Gilles quand il dit il faut de la vraie science. Et la vraie science, aujourd'hui, même si on est sur des sciences qu'on pourrait qualifier peut-être de molles par rapport à d'autres sciences, la physique, la chimie, etc., ce que je peux dire, c'est que concrètement, on sait aujourd'hui les choses. On sait les caractériser. On est capable de se projeter dans l'avenir et on est capable de faire des scénarios qui peuvent nous dire si on fait ça, on va aller vers tel objectif et il va nous arriver telle chose. Et si on fait ça, on a une chance que les choses aillent mieux. Typiquement, avec le réchauffement climatique, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des experts reconnus à l'échelle mondiale et je pense qu'on ferait bien de les écouter. Je suis aussi atterré, comme Gilles, par ce qui se raconte actuellement sur les maladies. C'est vrai que si on voulait démoraliser totalement la population, on s'y prendrait pas mieux, en racontant à peu près le tout et son contraire. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'espère que Gilles partagera ce point de vue, c'est qu'aujourd'hui, des experts reconnus à l'échelle mondiale, avec des arguments qui sont scientifiquement démontrés, disent qu'après le Covid-19, il y aura un Covid-20, un Covid-21, si on n'arrête pas.
Et si on ne se rend pas compte, notamment à Fontainebleau, que la forêt, si on la chérit, si on la protège, si on la gère intelligemment, c'est un véritable paravent contre tout un tas de problèmes qu'on pourrait subir de plein fouet, eh bien, c'est une erreur. Et je termine juste sur un exemple. Aujourd'hui, on dit, bah, voilà, habiter à côté de la forêt de Fontainebleau, c'est bien, on a du bon air, voilà, les arbres jouent leur rôle, etc. Est-ce que vous savez que lors des épisodes de pollution parisienne qui donc aboutissent à la circulation alternée, etc., l'endroit le plus pollué d'Île-de-France, c'est la forêt de Fontainebleau, parce que ça a été étudié. On sait aujourd'hui que les nuages de pollution se déplacent et viennent à Fontainebleau. Alors certes, Fontainebleau joue son rôle d'épurateur, mais il ne faut pas croire qu'en forêt, on respire du bon air tout le temps. Ça n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il y a aussi un principe, le nom n'a pas encore été cité, mais il a été, je dirais, juste effleuré, c'est l'aspect solidarité. Je veux dire, si la planète n'est pas solidaire, si nous ne sommes pas solidaires à tous les échelons, que ce soit l'échelon mondial, que ce soit l'échelon français, l'échelon francilien et l'échelon de la Seine-et-Marne et plus zoomé, l'échelon du pays de Fontainebleau, on ne va pas y réussir de la même manière que croire qu'on va se sortir du Covid-19 en vaccinant uniquement les pays riches et en laissant les pays du Sud mourir d'absence de vaccin. C'est une véritable erreur. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, on est bien aujourd'hui dans un système où il faut qu'on soit solidaire. Et cette solidarité, charité bien ordonnée commence déjà par soi-même. Et c'est donc bien qu'à Fontainebleau, les habitants se prennent par la main et avec les élus s'engagent dans cette voie de la transition écologique. Merci Monsieur Ciblet, merci Monsieur Boeuf pour ces échanges passionnants et passionnés. On va pouvoir donner la possibilité à tout un chacun de poser des questions. Je peux introduire le bal le temps que les gens viennent jusqu'à vous sur ce terrain. Vous avez parlé de la nécessité de l'éducation. Quels sont selon vous les grands enjeux dans un programme scolaire pour ramener une sensibilité dans la jeunesse, mais une sensibilité liée aussi à la connaissance? Alors là, on est en plein dedans en ce moment, puisque en ce moment, l'État français a décidé enfin une réforme de l'enseignement en lycée. Il faut le faire aussi en collège et à l'école primaire. Et c'est le drame de l'éducation nationale actuellement, qui a toujours travaillé en silo. Et ça, on en souffre énormément en France. On va en Allemagne, tous les petits-enfants ont une demi-journée par semaine où on prend des questions transversales qui ne sont pas le fait que du prof de physique, de maths, d'histoire géo, de musique. C'est ça qu'il faut qu'on mette dans le crâne de nos enfants. Les questions ne sont pas résolvables uniquement par une discipline ou par un enseignant. Donc ça, c'est très important. On va y venir. C'est compliqué parce qu'il faut les réorganiser, il faut revoir les horaires, mais c'est indispensable. Deuxième aspect, le terrain. Nous avons des enfants qui ne vont jamais sur le terrain. Emmenez une petite fille, un petit garçon, devant une falaise avec des fossiles. S'il a les bons neurones, vous allez voir que, tiens, ça c'est une coquille Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il n'y a pas de mer aujourd'hui, et ça vit en mer. Ça c'est du corail, ça vit en eau chaude. Et là, on peut simplement amener le gamin en l'aidant un tout petit peu, en le titillant, en le stimulant. Tu vas trouver à la lecture d'un paysage toute l'histoire que vous évoquez ici pour la forêt de Fontainebleau. Mais ça demande des moyens. Donc on se bat pour que nos enseignants, on fait ça avec les professeurs agrégés et les professeurs de prépa aujourd'hui, toute discipline, je répète encore. Donc on a une quinzaine à reprendre ces programmes avec un neurobiologiste qui s'appelle Dehaene, professeur au Collège de France. Puis des questions aussi du style, pourquoi est-ce que tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure ensemble, là ce soir, on n'en tient pas compte? Moi j'ai une petite fille qui m'a dit un jour en CP, elle m'a dit, mais Gilles, puisqu'on sait ce qu'il faut faire, pourquoi on ne le fait pas? Voilà la vraie question intelligente. C'est une petite fille qui la donne. On ne la fait pas parce qu'on est dans la myopie du désastre. Voilà, ça on le vit, ça a été étudié par des gens. C'est le fait qu'on oublie les événements du passé. Tout à l'heure, Jean-Philippe l'évoquait, les grandes pestes noires. Ça a tué la moitié des humains de l'époque, pas quelques pourcents. Ensuite, bien sûr, la grippe espagnole, qui n'avait rien d'espagnol, elle tue 100 millions de personnes il y a un siècle. Alors on va arriver à 4-5 millions. Mais on oublie une chose, c'est qu'à l'époque, en 1919, on était
Ouais, on n'était pas 2 milliards d'humains sur la Terre. Hein. Faites la proportion par rapport à la population. Hein. On est 8 aujourd'hui. Hein. Et ça, tout à l'heure, je réponds à Antoine aussi. On s'est beaucoup trop multiplié, Antoine. Hein. Ça, c'est clair que l'humain est une espèce qui ne sait pas contrôler cette démographie. Et Lévi-Strauss, qui pour moi est un de mes grands penseurs et est mort en 2008, disait justement, si l'humain n'est pas capable de faire attention à cette explosion démographique, demain, on l'a dit, hein, il n'aura plus le bon air à respirer. Il n'aura plus la bonne eau potable à boire, il n'aura plus de quoi manger ni de quoi vivre. Parce qu'il y a une relation avec ça aussi. Alors, un écologue, moi, je ne sais pas faire ça. Les seuls qui ont pris des mesures, je ne veux absolument pas qu'on joue ces pays-là, c'était la Chine, depuis 30 ans, et avec la politique de l'enfant unique, ils ont interdit la naissance à peu près de 1 demi-milliard de bébés. Donc, on est 7-9, hein, on serait aujourd'hui 8-4 sans les mesures chinoises. Mais c'est pour vous dire que ça aussi, ça rentre en considération. Même si, effectivement, on n'est pas forcément plus malheureux en ville qu'à la campagne. En France, aujourd'hui, eh bien, vous avez plus de risques de mourir à la campagne qu'en ville. Pas pour des raisons de bien-être, pour des raisons d'accès aux soins, en fait. Hein. Vous voyez, c'est très compliqué d'étudier tout ça. Il y a un très beau article sorti la semaine dernière de Gilles Pison, lisez-le. Il a souvent posé la question, sommes-nous trop nombreux sur la Terre? Et la deuxième question qu'il a posée, c'est quelle est la mortalité réelle liée à la Covid? Parce que les déclarations qu'on a ne sont pas bonnes. Hein. On oubliait les EHPAD, des fois il y en a pas. Ce qui est clair, c'est de voir simplement la surmortalité par année. Janvier 2021, moins de morts qu'en janvier 2017. C'est intéressant quand même, malgré la Covid. Donc vous voyez qu'il y a plein d'éléments qui sont à prendre en considération. Et pour terminer sur l'espérance de vie, qui était le critère de bien-être, hein, eh bien, aujourd'hui, les femmes françaises prenaient 3 mois d'espérance de vie en plus chaque année. Ça s'est arrêté il y a 10 ans. Hein. On est plutôt sur une régression aujourd'hui de la durée maximale de la vie. En France, ce soir, quand je vous parle, là, pour l'INED, c'est 84 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. À 100 ans, il reste un quart de garçons, 3 quarts de femmes. Et à 110 ans, il n'y a plus aucun garçon en France, que des femmes. Donc tout ça, c'est à prendre aussi, bien sûr, en considération. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans les programmes scolaires? C'est expliquer aux gamins que les sciences de la vie et de la Terre sont fondamentales pour approcher ces questions de le climat qui change trop vite et le vivant qui s'en va. Mais pour ça, il faut reprendre au niveau de l'éducation nationale la transversalité qu'on n'a pas su faire et puis surtout emmener nos gamins sur le terrain, qu'ils observent par eux-mêmes. Mais en observant, on construit un esprit critique. Et pour continuer sur notre duo, à savoir Gilles présentant l'aspect mondial et moi plutôt repositionnant les choses sur le contexte local, je voudrais dire que je m'excuserai de plaider pour ma paroisse, mais les associations naturalistes et d'éducation à l'environnement ont un rôle déterminant à jouer et elles sont dans des situations extrêmement compliquées, donc il faut vraiment les soutenir. Nous, on emmène les enfants sur le terrain, comme le souhaite Gilles, on emmène aussi leurs parents et on a vraiment besoin voilà, d'une aide qui fait que pourquoi ces associations souffrent? Eh bien, parce qu'elles nécessitent un effort. C'est plus difficile d'adhérer à une association et aller découvrir la flore, la faune, que de brancher sa PlayStation ou de regarder la télé. C'est clair. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait défaut, qui nous fait problème. Et franchement, il faut vraiment aider massivement l'activité associative, notamment celles qui, comme la NVL, participent depuis plus de 100 ans à la fois à la connaissance et donc à la documentation scientifique et à la robustesse des constats scientifiques auxquels Gilles faisait allusion, mais aussi à l'éducation citoyenne qui me semble être, et là je suis totalement d'accord avec Gilles, un des nœuds, une des solutions aux problèmes qu'on vit actuellement. Alors, on a une question de Michel Vibo et qui sera suivie d'une autre question de Madame, alors je n'ai que le prénom, Laura. Voilà, dans cet ordre-là. Alors, merci messieurs, c'était passionnant. Vous avez beaucoup parlé de la forêt. Et on a bien compris combien cette forêt, en fait, était à la fois une force pour Fontainebleau et en même temps un défi de biodiversité, de sauvegarde. Je pense même le changement climatique qui, par les degrés d'augmentation, va peut-être mettre en danger une partie de cette forêt. Vous avez parlé notamment tout à l'heure de la continuité écologique, mais j'aimerais vous entendre sur quels conseils vous nous donnez finalement sauvegarder cette forêt et continuer de la faire resplendir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Alors, je vais peut-être commencer, puis Gilles complétera. C'est que, en fait, aujourd'hui, il y a un débat qui anime
la sphère Bellefontaine dans toutes ses composantes qui dure depuis, je dirais, depuis les années 50. Et en gros, ce débat, c'est une opposition entre les tenants d'une forêt naturelle entièrement dédiée à la biodiversité et les tenants d'une forêt aménagée à la fois pour le public, mais aussi dans lequel on puisse avoir une exploitation forestière. Et derrière tout ça, il y a un organisme qui s'est appelé dans le temps les eaux et forêts, qu'on appelle maintenant l'Office national des forêts, depuis la loi Pisani qui a transformé cette administration en un établissement public à caractère industriel et commercial. En fait, le problème, et on accuse l'ONF de tous les maux, hein, c'est régulier, c'est l'ONF qui coupe des arbres, etc. Et là encore, si on faisait des micro-trottoirs, on aurait beaucoup de gens et beaucoup d'opposants qui diraient, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas l'ONF le problème. Parce que là, on fait complètement fausse route. Le problème, c'est l'État. C'est l'État qui ne donne pas les moyens à son métayer, parce que l'Office national des forêts n'est pas le propriétaire de la forêt, il n'en est que le métayer, il n'en est que le gestionnaire, et qui ne donne pas les moyens à l'Office national des forêts de faire ce qu'il faudrait faire sur cette forêt, c'est-à-dire de hiérarchiser les enjeux, de placer au premier rang, parce que c'est indispensable et parce que c'est une nécessité, la préservation de la biodiversité, c'est-à-dire avoir une gestion qui soit une gestion fondée sur la naturalité, fondée sur éviter d'aller vers une monoculture qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, parce que les plantations de pins, ça remonte à l'époque de Colbert où on avait besoin de bois pour la marine, mais en tout cas on voit qu'aujourd'hui on a quand même dans certains secteurs encore une monoculture de pins. Certes ça régresse, mais c'est encore c'est encore très présent. Et puis de mettre ensuite évidemment l'accueil du public, parce qu'on ne peut pas imaginer Fontainebleau sans promeneurs, c'est absolument indispensable. On a coutume d'utiliser cette formule qui est un peu bateau de poumon vert, mais ça a quand même une réalité, et on l'a vu, malheureusement on l'a vu lorsque les deux déconfinements ont été prononcés, les afflux complètement incroyables de gens qui sont venus se ressourcer en forêt de Fontainebleau, avec les conséquences parfois malheureuses que ça a eu. Et en troisième point, mais vraiment en troisième point, l'exploitation de la forêt, parce que oui, certains beaux chênes bien menés peuvent produire des fûts de chêne dans lesquels on fait mûrir des crus classés, et que tout le monde aime bien boire un bon vin. Voilà, donc concrètement, voilà la hiérarchie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette hiérarchie, elle est totalement bouleversée. Elle est totalement bouleversée. Je vais peut-être choquer quelques-uns parmi vous, mais l'Office national des forêts est dans une situation financière absolument dramatique, historiquement dramatique, et que du coup, pour économiser, pour pouvoir continuer à mener ses missions, pour pouvoir continuer à payer ses agents, elle est obligée de couper du bois. Et de couper du bois, alors oui, pour la régénération de la forêt, etc., mais aussi pour couper du bois, pour gagner de l'argent. Et ça n'est pas une vision, à mon avis, satisfaisante. C'est pour ça, comme l'a rappelé Florent Bénard au début de son intervention, on a heureusement des dispositifs comme Natura 2000 qui permettent malgré tout de préserver, je dirais, les joyaux de la couronne. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, la forêt de Fontainebleau, parce que c'est quand même bien de temps en temps de donner quelques chiffres, la forêt de Fontainebleau, Trois-Pignons et forêt de Fontainebleau compris, c'est 22 000 hectares. Sur ces 22 000 hectares, il y en a 1000 qui sont en réserve biologique intégrale, c'est-à-dire 1000 qui sont vraiment dédiés à la naturalité, c'est-à-dire moins d'un vingtième. C'est très peu, c'est probablement trop peu. Et si on réagit, si on raisonne en termes de résilience, oui, c'est trop peu, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a à un moment donné des problèmes d'échelle. C'est aussi une notion qu'on n'a pas du tout évoquée, la question d'échelle. On ne peut pas imaginer, par exemple, que le Cercalet de Jean Leblanc, le seul couple qui niche au nord de la Loire, il y en ait plus qu'un seul, parce que malheureusement, les espaces qui lui sont dédiés potentiellement ne peuvent pas en héberger plus. Donc, est-ce qu'un couple de Cercalet de Jean Leblanc, c'est résilient ? Bien sûr que non, parce que si l'un des deux individus du couple meurt, eh bien, il faudra probablement plusieurs années avant qu'éventuellement un couple se reforme et revienne nicher. Donc, excusez-moi d'être un peu précis et technique, mais pour répondre vraiment à la question, elle est vraiment là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la forêt ? Eh bien, on en revient au débat juste qui a précédé.
il faut la faire connaître. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la forêt de Fontainebleau. Les gens n'ont pas pris conscience, quand je dis, c'est la majorité, bien sûr que ceux qui nous écoutent ce soir probablement ne sont pas dans cette catégorie-là, mais les gens n'ont pas compris que la forêt de Fontainebleau, c'était un endroit magique, c'était un endroit incroyablement riche, et que plutôt que de vouloir faire de la forêt de Fontainebleau un espace banalisé dans lequel les gens vont avec un ballon de football ou éventuellement une radio qui hurle à fond sur l'épaule, c'est un endroit où on peut découvrir des choses remarquables, où on peut tirer le public vers le haut. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et moi, j'appelle de mes voeux que justement, l'opération qui est en train de mener, mais toutes les autres opérations qui vont dans le même sens, que ce soit le classement patrimoine mondial de l'UNESCO, même s'il a une vocation culturelle en priorité, la réserve de biosphère, que tout se mette en synergie, ça aussi c'est un terme important, et que ça n'est pas la superposition des outils de protection qui est problématique, c'est la façon dont on les utilise. Moi, j'ai lutté toute ma vie et je continuerai à le faire contre ceux qui disent « Oh, ben, l'arsenal de protection, il est trop touffu, il y a trop d'outils, on n'y comprend rien. » Mais quand vous êtes un bricoleur et que vous avez une boîte à outils, vous êtes bien content d'avoir tous les outils possibles et imaginables qui vous permettent de résoudre le problème au moment où vous l'avez. Et c'est bien ça, ce n'est pas la multiplication des couches, et qu'on appelle souvent de façon péjorative le millefeuille, qui est problématique. C'est la façon dont on l'utilise et la façon dont on met en place. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais vous avez compris que c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Eh bien, on peut proposer à Laura de poser sa question. Je suis désolé, mais on vous entend très, très, très mal. Est-ce que je peux entendre ici? Allô? Oui. Oui, on vous entend mieux là. Oui, pardon. C'est parce qu'on vous écoutait en haut-parleur, excusez-moi. Voilà, je disais simplement que voilà, c'était vraiment passionnant. Vos interventions sont vraiment passionnantes, donc merci beaucoup. Voilà, moi j'ai 30 ans en plus, donc ça m'inquiète beaucoup, cette situation. Voilà, vous avez parlé de beaucoup de choses, notamment, c'est très bien que vous parliez de penser les choses, nos actes en conséquence et sur la durée. Je crois que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez. On est dans une société, je pense, un peu voilà, où on nous déresponsabilise beaucoup. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant. Je vais essayer de faire court pour mes questions, même si j'ai 3 points que je voudrais aborder. Vous avez parlé d'engager les entreprises. Est-ce que vous pensez que la décroissance, ce serait quelque chose de possible? Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont pour objectif de diminuer leur production. Donc voilà pourquoi, est-ce que c'est quelque chose d'audible aujourd'hui ou pas? Je pensais aussi à mettre un prix sur les ressources naturelles, puisqu'aujourd'hui, quand on produit quelque chose, la matière première, les animaux n'ont aucun prix, finalement, sont gratuites. Et dernière question, plus spécifiquement par rapport à la forêt, vous parliez voilà, des espèces voilà, qui disparaissent, etc. Que pensez-vous de l'intervention de la chasse, à savoir qu'il prône une certaine forme de régulation, alors qu'on sait qu'il y a énormément d'espèces vulnérables qui sont encore chassées de nos jours, et beaucoup plus en France qu'en Europe, que dans d'autres pays européens notamment. Voilà, merci beaucoup. Tu réponds sur la chasse, Jean-Philippe? Oui, je peux répondre sur la chasse. En fait, oui, tout à fait. Juste sur la chasse, je ne voudrais pas qu'on tombe dans la caricature, parce que bon, chacun a ses convictions. Clairement, moi, je ne suis pas chasseur, je ne saurais jamais. J'ai du mal à comprendre. Voilà, je ne suis même pas capable. Je pense que je ne serais pas capable, après un mois de jeûne, de dégorger un poulet même pour manger. Donc c'est comme ça, on n'y peut rien, on est comme on est. Mais le problème de la chasse, c'est pas. Pour moi aujourd'hui, un des problèmes majeurs dont on parle très très peu, c'est que la chasse nous prive de la joie et du plaisir d'observer des animaux non apeurés. Moi, en tant qu'ornithologue, quand je vais aux Pays-Bas, j'ai un plaisir fou à observer des canards de près, des oies,
des hérons qui viennent quasiment prendre les appâts dans le seau du pêcheur, enfin, des oiseaux qui sont pas apeurés, qui sont confiants, etc. Et je peux vous dire qu'en France, ça n'est pas possible. Les oiseaux s'envolent à 100 mètres, 200 mètres de distance. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et j'ai toujours été étonné finalement que ça ne soit pas mis plus en avant. Après, derrière, le débat sur la chasse à courre, là encore, peut-être, j'espère ne pas vous choquer, mais je pense que s'il n'y avait pas de chasse à courre à Fontainebleau, eh bien, probablement, on n'aurait pratiquement plus de grands cervidés. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous savez comme moi que les cervidés sont l'ennemi du forestier, qu'ils consomment abondamment les plants, les jeunes pousses, et que, évidemment, le forestier rêverait de ne pas avoir cette concurrence parce que soit il est obligé de constater que sa forêt ne pousse pas, soit il est obligé d'investir dans des clôtures extrêmement coûteuses. Et du coup, voilà. Donc, moi, je pense le débat, par exemple, sur la chasse à courre, c'est un débat de société qui dépasse de très, très loin le cadre de Fontainebleau. Je pense qu'aujourd'hui, la chasse à Fontainebleau en tant que telle, ce n'est pas le problème de la disparition des espèces. Par contre, et plus généralement, pour être tout à fait objectif, il n'y a pas d'espèces qui disparaissent à cause de la chasse. Par contre, et ça c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que des espèces qui sont déjà dans un très très mauvais état de conservation peuvent voir leur dynamique de population complètement basculer avec les prélèvements supplémentaires de la chasse, parce que la chasse peut être un phénomène additionnel et qui fasse que les espèces aillent mal. Et avant de passer la balle à Gilles, puisque vous avez… Alors, d'ailleurs, je voulais vous féliciter parce que vos 3 questions sont vraiment extrêmement pertinentes et vraiment d'actualité. Sur l'histoire de la décroissance, je voudrais juste dire que dans les années 60, il y a un organisme dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait le Club de Rome et qui le premier a parlé de la croissance zéro. Aujourd'hui, la croissance zéro, on l'a. On a même une croissance négative et on l'a subie plutôt que de l'avoir anticipée. Il y a un très joli livre qui a été écrit par un prof de Sciences Po il y a 3 ans maintenant qui s'appelle « La tragédie de la croissance ». Et ça veut dire que le problème, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'est que la croissance et quelles sont les mesures, quelles sont les métriques de précision de la croissance. Si c'est effectivement d'avoir un PIB toujours plus fort sans se préoccuper que ce PIB augmenté détruit l'environnement, c'est même pas la peine de discuter. Tout à l'heure, je vous l'ai expliqué. Je ne suis pas un anti-croissance. Je suis un anti-croissance et profit construit sur la destruction du vivant ou sa surexploitation. Ce n'est pas la même chose. Retrouver l'harmonie qu'on évoquait tout à l'heure, évidemment qu'il faut qu'on le fasse. C'est un terme que je n'utilise pas, décroissance. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on mesure cette croissance sur d'autres critères que le seul aspect financier. Regardez la Chine. La Chine a un PIB qui a explosé, 10 points par an. Nous, on était à 0,8 péniblement. Je préfère faire 0,8 que 10 quand j'ai entièrement massacré mon environnement. Donc tout ça, c'est compliqué. Une entreprise peut comprendre ça, en fait. Moi, j'ai une question que je leur pose toujours aux chefs d'entreprise. Est-ce que quand vous produisez un produit, quel qu'il soit, vous faites, je ne sais pas moi, des casseroles, vous faites des voitures, vous faites des avions, vous êtes paysan, vous vendez des carottes, est-ce que le fait de le produire de façon, ce produit, plus vertueuse, vous permet d'avoir une meilleure rémunération? C'est ça ma vraie question. Et là, c'est vrai que on me dit oui quand les marchés sont au nord, quand les marchés sont dans l'Europe de l'Ouest. C'est beaucoup plus compliqué quand le concurrent est russe ou chinois. Et parce qu'on est sur une mondialisation du système. Donc là, il faut bien prendre tous les arguments qu'il nous faut pour cela. Mais je pense qu'on y va. Aujourd'hui, si vous faites un produit qui n'a pas une obsolescence programmée, un produit qui est beaucoup plus résistant, qui a été fait dans de meilleures conditions, sans terres rares, compliquées à trouver, sans trop d'énergie, sans entraîner des conséquences polluantes, je pense que vous pouvez avoir une meilleure rémunération. Et ça va venir du client. Tout à l'heure, une dame posait une question, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je vous écoute, j'apprends rien. Eh ben, concrètement, on arrête de manger des kiwis entre le mois d'août et le mois de décembre. On arrête de manger des tomates entre novembre et mai. On a oublié la saisonnalité. Donc ça se met en place. Donc, je ne dirais pas de décroissance, c'est simplement une vision différente de ce qu'est la croissance. Et surtout, et je vais revenir à Tara Océan, quand on a lancé ce bateau en 2009, on est parti faire un tour du monde, on a séquencé l'ADN de tout le phytoplancton, le microplancton,
bactéries, virus et aussi les microalgues de l'océan, on s'est rendu compte qu'il y avait infiniment plus d'entraide, de commensalisme, de symbiose, de mutualisme entre les espèces vivantes que de compétition. Donc on revient aussi à ça. Tout à l'heure, Jean-Philippe l'a dit, on a beaucoup plus de s'en sortir collectivement que par un égoïsme forcené. Quelques-uns pourraient s'en sortir. Ils ne s'en sortiront pas de toute façon. Donc la décroissance, moi, je n'y crois pas. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des mesures différentes de la croissance. On a prononcé le mot de sobriété tout à l'heure. Hein, et on arrête le consumérisme effrayant. On achète des trucs qui ne servent à rien. Et enfin, on accepte de payer correctement ce qu'on mange. Le monde agricole est en détresse aujourd'hui. Hein. Pourquoi les pesticides sont partout? Parce qu'on leur a dit dans les années 50, produisez plus le moins cher possible. Si demain on paye décemment sa carotte et sa pomme de terre, et tout le monde peut le faire, eh bien je pense effectivement que ça changera beaucoup de choses. On arrêtera les pesticides. Sur l'histoire du prix dans la nature, on est très, nous, réticents, les écologues. C'est très compliqué parce que, par exemple, je fais une enquête, on a fait ça aux États-Unis, combien vous me donnez pour sauver le rhinocéros blanc du Kenya? Bon. Alors, 50 $, et puis j'ai fait une belle conférence, comme ce soir, là on va me dire, ben, ah Gilles, t'es sympa, je te donne 70 $. Ça n'apporte rien, en fait. Hein. La question, vous avez raison, par exemple, pour la pêche, où l'animal capturé est Res nullius. Rendez-vous compte qu'un thon rouge de Méditerranée, il vaut 0 quand il nage dans la mer au large. Il est pêché par des pêcheurs, vendu au Japon, 1 million d'euros le poisson. Ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Et ces systèmes-là économiques sont délirants. Et même pour des entreprises, c'est très compliqué parce que vous partez en mer le matin, vous ne savez pas ce que vous allez prendre. Et deuxièmement, aussi difficile, vous ne savez pas à quel prix vous allez vendre. Et faire des économies là-dessus, c'est très compliqué. Et ça revient à l'économie qui n'est pas une science. Rappelez-vous les gilets jaunes qui entrent en rébellion en novembre 2018 parce qu'on a augmenté de quelques centimes le prix du gasoil. Vous regardez, le baril de pétrole valait 80 $ US le baril. Vous savez combien il valait le baril en mars 2020? Moins 20. C'est de la science, ça. Comment voulez-vous faire de la science sur des spéculations comme celle-là? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se remettre dans un système de loi du marché pur. Encore une fois, moi je peux comprendre que le capitalisme amène des entreprises, pas démesurées, hein, à effectivement faire du profit, mais dans ces conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Et surtout, je pense aussi qu'un aspect fondamental, moi, c'est la réduction des écarts de salaire. Hein. On ne peut pas imaginer une société où entre la jeune femme qui travaille à l'accueil et le patron, ce n'est pas de 1 à 10, c'est de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Ça, ce n'est pas possible. En Suède, il y avait des entreprises où c'était de 1 à 4. Ben, pourquoi pas? Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des efforts sociaux et environnementaux à faire. De toute façon, dès que vous touchez à l'environnement, vous touchez au social. On ne peut pas mettre des taxes environnementales sans enlever des taxes qui étaient là auparavant, et souvent délétères pour l'environnement. Il faut substituer les taxes environnementales. Si on les rajoute, ça ne marchera jamais. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire sur ces questions-là. Réconcilier économie et écologie, oui, mais il y a pour ça des économistes hein, qui sont excellents, y compris en France, qui travaillent là-dessus. Hein. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez sur le... On vous entend très mal. Allô. Pardon. Voilà, parfait. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez répondu c'était ma troisième question, pardon, c'était le prix sur le fait que les ressources soient à un prix nul. C'était le thon. C'était cet exemple, c'était ça? Oui. Bien sûr, mais en fait, quel est le prix de la nature? C'est simplement une discussion entre un acheteur et puis quelqu'un qui va chercher. Ce qui vous coûte, c'est l'accès à la ressource. On ne peut pas continuer comme ça. On ne compte dans notre monde économique que le travail, le coût du travail. Voilà. Calculé. Le coût du travail, le coût de l'énergie, et voilà, c'est la surtout, rareté éventuellement. on ne tient pas compte du tout des externalités. Et ça, ce n'est pas possible. Hein. Les gens qui font des cancers à la prostate en ce moment en Martinique, ça n'a jamais été pris en compte, hein, parce qu'on a mis cette saleté dans les sols martiniquais pour gagner 5 centimes sur les prix du kilo de banane. Ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Hein. Tout à fait. Et par ailleurs, pour compléter, il faut savoir qu'il y a eu un rapport qui a été publié, il doit y avoir à peu près maintenant une dizaine d'années, par Louis Chevassiot-Louis, dont le prénom m'échappe, mais Gilles va m'aider. Bernard Chevassiot-Louis, sur le prix de la nature, et dans lequel il dit très clairement que la nature remarquable, c'est-à-dire
Enfin, alors après, d'ailleurs, certains diraient c'est plutôt la nature remarquée. Mais enfin, en tout cas, la nature la plus exceptionnelle n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'un flamant rose, ça n'a pas de prix. Un gypaète barbu, ça n'a pas de prix. Une orchidée rare n'a pas de prix. Donc, c'est très, très difficile de monétariser. Mais par contre, là où vous avez complètement raison, c'est que le fait de prendre aujourd'hui en compte que tout ça, finalement, a une valeur, pas forcément un prix, mais a une valeur, et que les services rendus par les écosystèmes, ça a aussi une valeur, parce que préserver une zone humide, c'est quand même plus intelligent que de devoir fabriquer une station d'épuration une fois qu'on a détruit la zone humide pour produire de l'eau potable. Eh bien, ça, oui, ça participe de la prise de conscience globale de la nécessité de protéger la nature. Donc ça, c'est un axe important. Et c'est vrai, Gilles le disait, nous, en France, on a effectivement des économistes qui sont brillants sur ces questions-là. Mais historiquement, c'est quand même les premiers, c'est comme souvent, heureusement ou malheureusement, chacun peut voir à midi à sa porte, mais les Américains ont été précurseurs là-dessus. Par exemple, c'est eux les premiers à avoir mené des études sur des vastes zones humides et avoir déterminé qu'il fallait mieux préserver ces zones humides, non pas d'ailleurs pour préserver les espèces animales qu'on y trouvait, mais parce que ça apportait des services rendus extrêmement importants, extrêmement majeurs. Il y a le fameux exemple, évidemment, que connaît très bien Gilles, de la ville de New York, qui a préservé des zones humides qui sont situées dans son bassin versant et qui aujourd'hui en tire un bénéfice tout à fait énorme, au lieu de les avoir détruits et d'être aujourd'hui dans une situation d'alimentation en eau potable absolument dramatique. Donc ça, c'est à mon avis un vecteur d'espoir pour l'avenir. Tout à fait d'accord avec vous. Merci. Donc, pas de collapsologie, messieurs. Non, ni collapsologie, ni catastrophisme. Oui, tout à fait d'accord avec ça. La chose, moi, qui m'embête un peu, c'est que, oui, la collapsologie poussée jusqu'à son extrémité est peut-être délétère, mais par contre, je pense que il faut se servir de ce que disent les collapsologues pour trouver une autre voie, une alternative. C'est pas le tout de dire, leur scénario ne peut pas exister, c'est n'importe quoi, etc. Il faut trouver quelque chose qui permette de dire il y a une autre voie, mais attention, c'est que si on ne prend pas cette voie, on risque malheureusement de donner raison aux collapsologues. Et je reviens sur ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, et moi, ses paroles sont d'or, et là je suis complètement d'accord avec lui, c'est attention à la montée en puissance des gourous, parce que tous les éléments sont réunis pour que nous aussi, on ait notre petite période Trump, Bolsonaro, etc. Et les gens, les Américains, et je trouve que j'ai une sœur qui a la double nationalité et qui vit aussi aux États-Unis, je peux vous dire que 4 ans de Trump, c'est très long. C'est très, très long, quoi. Et donc, il faut bien savoir, il faudra vraiment que la voix des scientifiques et des écologues, notamment, soit mieux entendue. Et c'est pour ça que, comme Gilles, je pense qu'il faut vraiment axer notre action, il faut vraiment centrer notre action sur cette culture, cette connaissance et cette éducation des jeunes. Et c'est vrai que c'est absolument dramatique aujourd'hui de voir que la sélection par les mathématiques reste la norme et que si on n'est pas capable de résoudre une équation à 4 inconnus, on est un cancre et on ne peut pas accéder derrière à des métiers qui pourtant sont aujourd'hui tout à fait fondamentaux. Voilà. Et pour ça, on a besoin des femmes et des filles. Il faut bien voir aujourd'hui qu'elles n'ont pas la place qu'elles devraient avoir dans la société. J'enseigne en médecine, à l'agro, dans les écoles véto. Il y a beaucoup plus de jeunes filles que de garçons. Véto Lyon, cette année, 90% de jeunes filles. Le concours est trop difficile pour les garçons. Donc ça veut dire que où est leur place dans la société? Tout à l'heure, on parlait de la chasse. On a tué la moitié des éléphants et des girafes en 40 ans. Ce n'est pas les femmes qui ont fait ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. On a non seulement besoin d'elles, on ne peut pas continuer écologiquement parlant vers l'harmonisation des relations humaine-nature sans un rôle beaucoup plus massif des femmes. Je vais vous quitter parce qu'il est tard là maintenant. Oui. Je n'ai pas passé aussi longtemps. En tout cas, merci pour ces interventions et ce plaidoyer, on le redit, de pleine conscience de l'homme, non pas au-dessus, mais dans le vivant, comme vous nous l'aviez promis dans nos échanges de préparation et que nous avons retrouvé dans vos propos.
Merci beaucoup, Monsieur Boeuf. Merci beaucoup, Monsieur Ciblet, de nous avoir emmenés sur tous ces enjeux. Monsieur Ingold, je vous laisse le mot de la conclusion. Ouais, je voulais vous remercier pour ce dialogue très, très riche, très passionné. C'est vrai qu'on a surtout évoqué le pourquoi, c'était effectivement pourquoi faut-il sauver le vivant. Bon, on a bien évoqué les différents aspects, à la fois au niveau des enjeux mondiaux, planétaires, et puis plus près de chez nous, au niveau de notre territoire. Donc ça, c'était très intéressant, ce va-et-vient. On a peu évoqué, on n'a pas beaucoup évoqué, et j'ai vu que ça en avait frustré certains ce soir, on n'a pas parlé du comment. Parce que ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir comment est-ce que concrètement, eh bien, on peut s'emparer de ces questions-là et comment dans notre vie quotidienne, en tant que citoyen, en tant qu'élu ou en tant que membre d'une association ou en tant que chef d'entreprise, etc., on peut s'impliquer et faire progresser les choses. Donc cet aspect-là est peut-être un petit peu frustrant. Pour prolonger cette conférence que vous avez proposée ce soir, je voudrais simplement ouvrir vers les autres conférences qui vont avoir lieu dans les prochains jours, vers les ateliers qui sont organisés aussi dans le cadre de ce programme Fontainebleau en transition, où précisément, ce sont des laboratoires d'idées où nous essayons de trouver des solutions, d'inventer des solutions, et où chacun essaie de prendre part et à la réflexion et à l'élaboration d'actions. Donc voilà, il y a une bonne complémentarité, je crois, entre des moments comme cette conférence de ce soir où vous nous éclairez, vous nous éveillez, vous nous réveillez parfois aussi sur certains points, et puis d'autres actions dans le cadre de ce programme où on peut peut-être davantage réfléchir à des actions concrètes pour nous citoyens. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir.
Merci.